Le président de la République adresse un message de condoléances au président de l'exécutif par intérim de la République islamique d'Iran à l'occasion du décès du président Brahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables. Le président de la République, président de l'Union africaine, invité par le président du Brésil au sommet du G20 en novembre prochain. Le Conseil des ministres adopte une série de projets de décrets dont un relatif à la limitation de listes de produits et de services soumis à la détermination des prix aux produits nécessaires et largement consommés. Bonsoir, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à Mohamed Mokhber, président de l'exécutif par intérim d'Iran, à l'occasion du décès du président Brahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères, Hossein Emir Abdollahian, et d'autres responsables. Le message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, nous avons appris avec beaucoup de peine et de tristesse la nouvelle du décès de feu le président Brahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères, Hossein Emir Abdollahian, et d'autres fonctionnaires à la suite du crash d'hélicoptère qui les transportait sur le chemin du retour à Téhéran. À l'occasion de cette douloureuse tragédie, en mon nom personnel, au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, je présente à votre Excellence, au gouvernement, au peuple iranien frère et aux familles des victimes mes sincères condoléances et ma sympathie, implorant Allah le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde aux disparus et de les accueillir en son paradis. En vous rassurant de la sympathie et du soutien du gouvernement et du peuple mauritanien dans cette douloureuse épreuve, je prie Allah le Tout-Puissant de protéger votre pays frère de tout mal et de lui accorder les bénédictions de la sécurité et de la sûreté. Je vous prie d'agréer, Excellence et chers frères, l'expression de ma haute considération. Votre frère, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Cheikh El Ghazouani, convié par son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, au sommet du G20 fixé pour le mois de novembre prochain à Rio de Janeiro. Le président du Brésil lui a adressé une lettre d'invitation qui lui a été remise par son envoyé spécial Felipe Risse. Ce dernier a exprimé à sa sortie d'audience le grand honneur pour le Brésil d'accueillir le président à ce sommet du G20 en sa qualité de représentant de l'Union africaine, qui est aussi une occasion unique pour les présidents des deux pays de se rencontrer pour discuter de questions d'intérêt commun afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Nous l'écoutons. J'insiste l'importance de ce sommet. Naturellement, ça commence avec le G20. C'est un moment où nous avons une possibilité d'avancer les intérêts des pays en voie de développement sur le plateau international, mais aussi pour la relation bilatérale entre le Brésil et la Mauritanie. Ça sera un moment où toute la presse au Brésil et la presse du monde fera attention et sera engagée pour participer de ce sommet. Alors, ça sera une occasion unique pour que les deux présidents puissent discuter des sujets d'intérêt bilatéral et aussi au sein de la présidence du G20. La présidence brésilienne du G20 est ancrée sur trois priorités. La première priorité, c'est l'inclusion sociale et le combat de la faim et de la pauvreté. Ça, c'est un sujet vraiment d'importance pour tous les pays en développement. On a beaucoup de défis au Brésil et dans d'autres pays pour essayer de surmonter ce problème de l'inclusion sociale et de le combat de la faim. La deuxième priorité, c'est le développement durable dans tous les trois aspects,
pas seulement l'environnemental, mais aussi social et économique. C'est très important de ne pas réduire le développement durable que aux aspects climatiques. Il faut avoir aussi la préoccupation avec le domaine économique et social. Et finalement, la troisième priorité, c'est de renouveler la gouvernance mondiale, les institutions de gouvernance mondiale. Pour le Brésil, on pense que avec tous les années, les changements d'importance des pays, il faut avoir un nouveau regard sur cette gouvernance et d'essayer d'être sûr qu'elle soit représentative du monde contemporain, pas du monde de 60, 70 ans au passé. Et alors, avec ces trois priorités, on souhaite d'avoir encore un lien avec la Mauritanie et avec l'Union africaine. Autre titre de ce journal, le Conseil des ministres présidé par le président de la République, Mohamed Chérif Ghazouani, qui a tenu exceptionnellement sa réunion ce lundi. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration, l'établissement portuaire de la baie de repos. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du Centre supérieur d'enseignement technique. Projet de décret portant application de certaines dispositions de la loi numéro 2023-025 du 21 août 2023 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Le projet de décret vise à répondre à la nécessité de concilier les exigences de protection des droits des consommateurs et des acteurs économiques et à encourager les initiatives prometteuses de progrès dans le cadre d'une économie libre fondée sur une concurrence loyale, tout en établissant des mécanismes institutionnels et des mesures répressives pour mettre en œuvre les réformes envisagées. Le projet de décret limite la liste des produits et services soumis à la détermination des prix aux produits nécessaires et largement consommés. Par ailleurs, donne une définition précise des exigences de qualité des produits destinés à la consommation humaine et animale et des conditions de contrôle strictes de cette qualité. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office du complexe olympique. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Centre de formation et de protection sociale des enfants en situation de handicap. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration a présenté une communication sur le projet de stratégie de modernisation de l'administration 2024-2027. Ce projet de stratégie vise à constituer un cadre de référence intégrant tous les aspects de la modernisation de l'administration dans une démarche de réforme concrète et s'inspirant des bonnes pratiques internationales et des initiatives de modernisation déjà entreprises. La présente communication vise à présenter le projet de stratégie de modernisation de l'administration, son objectif, le contexte dans lequel il a été élaboré, ses axes stratégiques et le mécanisme de sa mise en œuvre. Le projet de stratégie de modernisation de l'administration repose sur une réflexion stratégique approfondie, un diagnostic du contexte et une analyse des défis et des opportunités. Il met particulièrement l'accent sur l'importance de la pertinence des politiques publiques, l'efficacité de l'action publique, la transparence et l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens. La mise en œuvre de cette stratégie se fera à travers 42 projets, chacun étant défini avec son objectif, ses différentes composantes, ses critères d'évaluation et la structure chargée de son pilotage et de ses contributeurs. Enfin, le Conseil a pris des mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre, conseillère chargée de la communication, El Ralaouia Khatri, précédemment directrice adjointe de la chaîne El Osra.
Et comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement ont commenté les résultats des travaux du gouvernement. Outre le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, il y avait ses collègues de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration et du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. Le premier a commenté la communication relative au projet de stratégie de modernisation de l'administration 2024-2027 et le second a donné plus d'éclaircissements sur le projet de décret relatif à la liberté des prix et à la concurrence. Nous reviendrons plus en détail sur ce point de presse dans notre prochaine édition. Le Conseil constitutionnel a publié ce soir la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 29 juin 2024 prochain. Le Conseil constitutionnel a indiqué que la liste définitive des candidats à la présidence de la République a été établie et classée par ordre de réception par le secrétariat général du Conseil, ainsi qu'il suit. Mohamed Cheikh El Ghazouani, Mohamed Lemim El Murtaja El Wavi, Hamadi Sidi El Mokhtar Mohamed Abdi, Outouma Antoine Souleyman Soumaré, Mamadou Bokarba, El Eid Mohamed Mbarek, Biram Da Abeid. Conformément à la délibération du Conseil constitutionnel numéro 2024-003-CC, adoptée au cours d'une séance tenue lundi sous la présidence de Diallo Mamadou Bacha, il a été décidé de publier cette liste conformément aux dispositions de l'article 5 du décret numéro 2012-278 du 17 décembre 2012 et de la transmettre au gouvernement pour publication conformément à l'article 8, nouveau de l'ordonnance 027-91 et du 7 octobre 1991 portant modification de la loi statuaire relative à l'élection du président de la République. Ce décret sera publié au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Journée particulièrement fructueuse pour le département de l'économie et du développement durable dont le patron Abdeslam Mohamed Saleh a opposé ce jour sa signature sur deux conventions de financement. La première avec l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott et d'un montant de 577 millions MRU et la seconde avec la représentante de la Banque mondiale dans notre pays d'environ 1 milliard 25 millions MRU. À quoi sont destinés ces financements? Mamouna nous le révèle. Une enveloppe de 13 700 000 euros, soit l'équivalent d'environ de 577 millions de MRU, est le montant octroyé par l'Union européenne à notre pays. Ce financement a pour objectif de renforcer le développement écologique responsable et adapté au changement climatique des chaînes de valeur à haut potentiel nutritionnel et commercial pour contribuer au développement inclusif de zones rurales. Dans son allocution, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdeslam Ould Mohamed Salah, a indiqué que ce projet, qui constitue un pas important vers la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable, s'inscrit dans le cadre de l'engagement du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Il a souligné que ce financement permettra de soutenir l'accès des populations ciblées à une alimentation saine et diversifiée à travers la promotion d'une agriculture compétitive et inclusive qui répond au changement climatique. Quant à Guilim Jones, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, déclare que cette action vise à soutenir la transformation des systèmes alimentaires dans notre pays. Donc l'objectif de cette convention est de soutenir une alimentation saine, sûre, diversifiée
accessible à tous les Mauritaniens, toutes les Mauritaniennes, et de promouvoir une agriculture qui soit productive, qui soit compétitive, écologiquement responsable, adaptée bien sûr au changement climatique et inclusive. C'est dans ce siège qu'un autre accord de financement octroyé par l'Association internationale de développement IDA est signé. Cette fois-ci, le montant s'élève à environ 2 milliards, 25 millions MRU. L'objectif de cette enveloppe est d'accroître l'efficacité et l'efficience du système national de filet de sécurité sociale adaptative et sa couverture des ménages vulnérables par des transferts sociaux ciblés, y compris dans les communautés de réfugiés et d'accueil. À cette occasion, Abdesalam Ould Mohamed Salah a expliqué que le financement permettra l'élargissement des bénéficiaires du système national de protection sociale au niveau national jusqu'en 2025 et l'intégration des réfugiés sur le territoire national. Quant à Christina Isabel Panasco Santos, représentante de la Banque mondiale dans notre pays, déclare que la Mauritanie a fait des progrès remarquables sur la mise en place du registre social et l'expansion du programme Tekavoul. Depuis le lancement du premier projet de protection sociale en Mauritanie en 2015, le pays a réalisé des avancées remarquables. L'établissement du registre social, l'extension du programme Tekavoul et la mise en place d'un système de réponse au choc ont transformé le paysage de la protection sociale dans le pays. Ces deux signatures de convention rentrent dans le cadre de l'excellente coopération liant notre pays d'une part à l'Union européenne et d'autre part à la Banque mondiale. Au chapitre des droits de l'homme, il était question que la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, devrait ajouter les bases d'un environnement favorable à la protection des droits de l'homme en période électorale. Le projet initié dans ce cadre par la CNDH, sur financement de l'Union européenne, faisait ce matin l'objet d'un premier atelier de sensibilisation à l'intention des membres de la CNDH, les organisations de la société civile et des partis politiques. Bogar Bailaba pour le compte-rendu. Notre pays est entré dans une période préélectorale, une période censée créer un environnement favorable à la protection des droits de l'homme. L'engagement des INDH peut se décliner par différentes actions complémentaires avec notamment le suivi et l'observation des campagnes, des scrutins et de leur suite, l'information du public sur les recours disponibles et l'examen des requêtes individuelles et collectives ou des autosaisines, un lien avec des situations pouvant emporter des violations des droits précités, une communication institutionnelle maîtrisée, adaptée aux circonstances, relayant les recommandations et propositions de l'institution de nature à favoriser le plein respect des droits de l'homme dans le cadre des processus électoraux. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet pour un environnement favorable à la protection des droits humains en période électorale, financé par l'Union européenne, projet qui prévoit plusieurs sessions de formation pour les points focaux de la CNDH, les organisations de la société civile, des partis politiques, et qui commence par cette formation importante de l'ensemble des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et de son staff. Pour l'Union européenne, les organisations de défense des droits de l'homme et les médias jouent un grand rôle dans la consolidation des principes de la démocratie. Et je pense que ce projet va permettre à la CNDH de jouer justement ce rôle clé à toutes les étapes du processus électoral, de collaborer étroitement avec tous les acteurs impliqués et veiller au bon déroulement des actions. Vous le savez, le respect des droits humains, c'est clé pour tout ce qui est la promotion du pluralisme, du multipartisme, et c'est une priorité, je sais, partagée par tous les acteurs ici présents. À rappeler que la période électorale porte sur de nombreux droits, comme le droit de vote, le droit de candidature et d'expression, le droit d'accès à l'information, le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique, la surveillance des discours discriminatoires ou appelant à la violence ou la haine. Et au niveau du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, a noté la participation ce lundi du commissaire adjoint par visioconférence à la 79e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. L'occasion pour Rassoul El Khal de mettre en exergue les progrès réalisés par
notre pays sur la voie de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Mohamed Khatat nous fait l'économie de son intervention. De la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, organisée par visioconférence, qui a donné l'occasion au commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul Ould Khal, de rappeler que la Mauritanie a œuvré à protéger et promouvoir les droits de l'homme. Des efforts déployés à travers des mesures efficaces, saluées par les partenaires et acteurs nationaux, régionaux et internationaux, qui ont permis de renforcer le cadre juridique et institutionnel et favoriser une prise de conscience nationale des droits de l'homme. M. Rassoul Ould Khal a ajouté qu'un arsenal juridique a été mis en place en parfaite harmonie avec les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme, en plus des mesures strictes pour l'application rigoureuse des nouvelles lois. À cela s'ajoute, a-t-il dit, l'adoption par le gouvernement de mon pays en octobre dernier de la stratégie nationale de promotion et de défense des droits de l'homme, dont la mise en œuvre va favoriser une vision globale des différentes questions et problématiques des droits de l'homme dans le pays en vue de réaliser la justice sociale, renforcer l'état de droit et fonder une société où il n'y a aucune forme d'exclusion. Il faut noter que la session a également été l'occasion de plancher sur des rapports élaborés en matière de droits de l'homme en Afrique, en particulier la lutte contre l'immigration et le trafic illicite des personnes. Direction à présent la capitale du Thierry Zemmour, dans laquelle le secteur de l'hôtellerie vient de se renforcer. L'inauguration d'un hôtel haut standing, hôtel Medinet Zouerat, c'est le nom donné à l'infrastructure dont l'inauguration a été supervisée ce dimanche par le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Idali Fall nous fait découvrir ce nouvel hôtel dont la construction a coûté 400 millions émerauds. Après avoir coupé le ruban symbolique marquant le début d'exploitation de cet établissement, le secrétaire général Louali et la délégation qui les accompagne ont visité les ailes de cet hôtel dont la construction a coûté plus de 400 millions d'euros. L'hôtel, qui constitue un apport qualitatif pour le renforcement du secteur touristique dans cette ville, comprend 5 suites et 40 chambres, des salles de conférence, un restaurant, un café, un jardin et un parking pouvant accueillir plus de 30 voitures. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a indiqué que l'inauguration de cet hôtel s'inscrit dans le cadre d'une série d'équipements réalisés au cours de la récente période pour renforcer l'infrastructure dans le domaine du tourisme, en application du programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Khal. Il a ajouté que cette infrastructure touristique créera une valeur ajoutée à l'économie nationale et soutiendra le secteur du tourisme dans la ville de Zouerat, en particulier notant dans ce contexte les efforts entrepris par le gouvernement pour promouvoir, diversifier et soutenir l'investissement afin d'inclure de multiples domaines, en particulier le tourisme. Le directeur de l'hôtel Medinet Zouerat, M. Sidi Mohamed Ould Zeidan, a souligné que l'inauguration de cette structure touristique répond à l'appel adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Khal, aux acteurs économiques pour investir dans le développement économique et social du pays. L'hôtel, qui a été conçu sur les normes tenant compte de l'environnement de la région, offre un confort aux clients, qui a permis la création de 60 emplois, dont 40 emplois directs. Alors que cet lancement aujourd'hui par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille de la campagne contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous le slogan AC. Le MASEF est appuyé dans cette action par World Vision International. Récit de Bokar Belaba. Cette rencontre vise à renforcer la résilience des communautés pour avoir un impact durable sur les enfants les plus vulnérables. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Ahmedou Addaïoulertera, a déclaré que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux engagés par tous les secteurs gouvernementaux et les organisations nationales et internationales. L'objectif est d'aplanir les obstacles sur la voie de la rééducation et la malnutrition dans notre pays. Il a précisé que les transferts financiers fournis par le ministère de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille au profit de la frange vulnérable ont connu une augmentation significative entre 2019 et 2024. Pour l'organisation World Vision, la Mauritanie a déployé d'importants efforts dans la rationalisation de l'utilisation
des ressources pour prévenir et lutter contre la malnutrition. Chaque enfant a le droit fondamental d'une alimentation adéquate et digne, et agissent ainsi pour éradiquer la malnutrition et la faim. Nous défendons les valeurs de justice et solidarité parce que chaque enfant qui souffre de faim, c'est une lumière qui se tient. La protection d'enfants commence par la satisfaction des besoins les plus fondamentaux, l'alimentation, l'éducation et la sécurité. Le gouvernement mauritanien déploie des importants efforts et entreprise les réformes pour approcher davantage le service déconcentré de l'État et des populations. A noter que le programme de transfert financier a été élargi au profit de 10 000 familles nécessiteuses et de familles comprenant une personne vivant avec handicap. Asseli Babi qui a abrité aujourd'hui un forum de 3 jours à l'intention des autorités administratives et sécuritaires organisé par la direction régionale du ministère de l'économie et du développement durable. Cette activité financée par le Fonds international pour la paix sur la gouvernance transfrontalière et le renforcement de la résilience des populations vise à limiter les risques sécuritaires dans les zones frontalières. Dans son propos, le wali du Guidimara Ahmed Mohamed Mahmoud D a fait savoir que cette session renforcera la gouvernance des frontières, assurera la sécurité des frontières, réduira également les risques liés aux activités de contrebande et de transit et augmentera les capacités des acteurs impliqués dans la gestion des frontières, des organisations de la société civile et des groupes locaux dans la gestion intégrée des frontières. Quant au président de la délégation sénégalaise, il a souligné l'importance pour les deux pays de travailler de concert pour renforcer la lutte contre la contrebande. Nous l'écoutons. Dans le cadre de ce projet PBF, il me plaît de prendre la parole ici à Asseli Babi, en tant que chef de délégation de la partie sénégalaise, au nom du chef de l'état-major particulier du président de la République, le vice-amiral Omar Wade, président de la Commission nationale de gestion des frontières, pour magnifier une importante rencontre avec nos deux pays afin de partager et d'échanger sur la sensibilisation à la gestion intégrée de nos frontières et les criminalités transfrontalières. Cette rencontre traduit encore, à plus d'un titre, les relations fraternelles, séculaires et de bon voisinage qui unissent nos deux peuples et renforcées par nos chefs d'État et de gouvernement. Anima, lancement aujourd'hui du volet formation du projet d'appui au service de santé maternelle et néonatale, dit Béchara. La formation de 15 jours sur la grossesse, l'accouchement et la santé néonatale, menée par un expert international, bénéficie à 20 participants, dont des médecins généralistes et des sages-femmes. Le projet vise à contribuer à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans les wilayas des deux Hauts, du Gogol, du Tagant et du Guidimara. Il devra également renforcer le système de gestion et de coordination de la lutte contre la mortalité maternelle, améliorer le niveau d'équipement médical des structures sanitaires et expertise du personnel médical et paramédical. Merci de votre fidélité. Le rappel des principaux titres. Le président de la République adresse un message de condoléances au président de l'exécutif par intérim de la République islamique d'Iran à l'occasion du décès du président Brahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables. Le président de la République, président de l'Union africaine, invité par le président du Brésil au sommet du G20 en novembre prochain. Réuni exceptionnellement aujourd'hui, le Conseil des ministres adopte une série de projets de décrets dont un relatif à la limitation de liste des produits et services soumis à la détermination des prix aux produits nécessaires et largement consommés. Le programme continue, Cyril Mauritania. Bonne soirée.